Il s'agit du cardinal Luis Tagle, l'une des rares personnes à avoir une chance de devenir le prochain pape. Il a toujours dénoncé les scandales au sein de l'Église, mais cette fois-ci, après le décès du pape François, Tagle ne plaisante pas et ses fuites audio menacent de révéler l'un des secrets les mieux gardés du Vatican. Alors, qu'a révélé le cardinal Luis Tagle? Allons-y, démêler les audios viraux et les scandales financiers du Vatican. Le 30 avril 2025, un enregistrement audio a choqué les communautés religieuses du monde entier et a été largement diffusé sur les plateformes de médias sociaux. Mais que révèlent exactement ces enregistrements? La réponse: un modèle stupéfiant de mauvaise gestion financière et de corruption qui aurait frappé le Vatican pendant des décennies. L'une des révélations les plus choquantes concerne le cardinal Angelo Becciu, condamné en 2023 pour détournement de fonds dans le cadre d'un investissement catastrophique de 400 millions de dollars dans l'immobilier de luxe londonien. Cette entreprise malheureuse s'est soldée par des pertes supérieures à 100 millions d'euros, de l'argent qui proviendrait du Peter Spence, un fonds destiné aux œuvres caritatives du pape. Mais ce n'est que le début. Les enregistrements indiquent également que M. Becciu a versé 250 000 euros à la coopérative de son frère et a payé 575 000 euros à un consultant. Autant de malversations qui ont indigné les catholiques du monde entier. Ce scandale immobilier londonien a été largement documenté au-delà de ces fuites d'enregistrements. Un tribunal britannique a récemment statué que le totalement déçu par le financier italien Raffaele Mincione Vatican qui s'est avéré avoir fait de fausses déclarations sur la valeur de la propriété. La transaction a entraîné des pertes d'environ 140 millions d'euros lorsque la propriété a finalement été vendue en 2022. L'agence de presse catholique a confirmé que le tribunal a estimé que Mincione avait fraudé le Vatican en dissimulant des informations et en donnant une fausse représentation de la valeur de la propriété, ce qui correspond aux conclusions antérieures du tribunal du Vatican. Ce scandale a conduit le pape François à prendre des mesures sans précédent en décembre 2020, lorsqu'il a dépouillé la secrétairerie d'État de ses actifs financiers, les transférant à l'administration du patrimoine du siège apostolique d'ici le 4 février 2021. Le décret papal a déclaré que cette mesure était nécessaire à la suite d'une enquête sur des cas de mauvaise gestion, en particulier en ce qui concerne la transaction immobilière à Londres. Cette réforme s'inscrit dans le cadre plus large du programme de François, visant à améliorer l'organisation et la transparence des finances du Vatican, dans la continuité des efforts initiés précédemment par le cardinal George Pell. Mais les scandales financiers révélés dans ces audios vont bien au-delà de la débâcle immobilière londonienne. Ils révèlent également des problèmes historiques troublants liés à la Banque du Vatican, officiellement connue sous le nom d'Institut pour les œuvres religieuses, IOR. Selon les enregistrements divulgués, la Banque du Vatican a été impliquée dans une série de transactions douteuses remontant à la Seconde Guerre mondiale, dont 1,7 milliard de dollars de transferts au cours de cette période. Plus choquant encore, en 1982, la Banco Ambrosiano s'est effondrée avec un déficit de 3,26 milliards de dollars. Un scandale pour lequel le Vatican a fini par payer un règlement de 244 millions de dollars, bien qu'il ait nié toute faute. Les enregistrements mentionnent également des enquêtes sur le blanchiment d'argent qui ont débuté en 2010 et qui sont devenues si préoccupantes que JP Morgan a fermé un compte du Vatican en 2012. Il y a même des allégations selon lesquelles le Vatican aurait évité de payer 4 milliards d'euros d'impôts avec des dettes potentielles atteignant 13 milliards d'euros, des pratiques jugées illégales par la suite par la Cour européenne de justice. En plongeant plus profondément dans l'histoire troublée de la Banque du Vatican, nous découvrons que des rumeurs de blanchiment d'argent liées à la mafia ont circulé depuis la fin des années 1970. Certaines théories suggèrent même que la mort mystérieuse du pape Jean-Paul Ier en 1978 pourrait être liée à ses efforts pour nettoyer ses irrégularités financières, bien que cela reste spéculatif. Le passé scandaleux de la banque est également entaché par son lien avec Roberto Calvi, le président du Banco Ambrosiano, retrouvé mort pendu sous le pont Blackfriars à Londres en 1982. Sa mort est survenue peu après l'effondrement de Banco Ambrosiano suite à des allégations de transfert d'argent à l'étranger et de liens avec la loge P2 liée à la mafia. L'évêque Paul Marcinkus, qui a dirigé la Banque du Vatican de 1971 à 1989, a été fortement impliqué dans ce scandale. De nombreux procès liés au meurtre de Calvi n'ont pas permis de condamner des personnages clés comme Flavio Carboni et Pippo Calò, ce qui a ajouté au mystère qui entoure ces événements. Plus récemment, des allégations ont été formulées à l'encontre de Paolo Oliverio, qui a été arrêté pour blanchiment d'argent au profit de la mafia calabraise et qui aurait des liens avec Carboni et d'autres personnes, ce qui laisse supposer qu'il entretient des liens avec le crime organisé. Les audios mentionnent également Vatileaks 2.0, un scandale de 2015 dans lequel des documents divulgués
ont révélé une mauvaise gestion financière au sein du Vatican. Ce scandale a conduit à l'arrestation de Monseigneur Lucio Valero Balda et de Francesca Sciocchi, M. Balda étant finalement condamné à 18 mois de prison. Il est intéressant de noter que les journalistes impliqués dans la publication des documents divulgués ont été acquittés pour des raisons de liberté d'expression. Une autre révélation financière inquiétante concerne la gestion du denier de Pierre, le fonds destiné aux œuvres caritatives du pape. Des rapports indiquent que seuls 10 à 15% de ce fonds vont effectivement à des œuvres caritatives, la majorité couvrant les déficits du Vatican. En 2019, il a été révélé que les fonds du denier de Pierre ont été utilisés pour investir dans des films tels que Rocketman et Men in Black International, ainsi que dans des propriétés de luxe, ce qui soulève de sérieuses questions sur la transparence des donateurs. Les récents rapports financiers mettent encore plus en évidence ces tendances inquiétantes. En 2023, les dépenses du denier de Pierre ont atteint 109,4 millions d'euros pour seulement 52 millions d'euros de recettes, ce qui témoigne des problèmes budgétaires persistants qui continuent de peser sur les finances du Vatican. Sans oublier le scandale de 2017 impliquant la Fondation papale, où le cardinal Donald Wuerl a obtenu une subvention de 25 millions de dollars pour un hôpital en faillite à Rome, portant gravement atteinte à la crédibilité de l'organisation. Alors que le pape François a tenté de mettre en œuvre des réformes pour résoudre ces problèmes, notamment en créant le secrétariat pour l'économie en 2014, en fermant des milliers de comptes suspects à la Banque du Vatican et en mettant en œuvre des protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent, les audios divulgués suggèrent qu'il a été confronté à une résistance interne importante tout au long de son pontificat. Mais les scandales financiers sont le cadet des soucis du Vatican, car il a été impliqué dans des scandales plus graves, dont certains impliquent le cardinal Luis Tagle. Les scandales d'abus sexuels et l'opposition du pape. Les irrégularités financières ne sont qu'un aspect des révélations troublantes contenues dans ces enregistrements viraux. L'un des cas les plus troublants mentionnés dans les enregistrements divulgués est celui du père Marco Rupnik, un artiste jésuite de premier plan accusé d'avoir abusé d'au moins 9 femmes et d'un homme depuis les années 1980. Selon les enregistrements, Rupnik a été brièvement excommunié en 2019, une sanction ecclésiastique grave, mais cette sanction a été remarquablement levée après seulement 2 semaines. Malgré la gravité des allégations, Rupnik est resté à son poste jusqu'en 2023, date à laquelle il a finalement été expulsé des Jésuites après l'émergence de 15 accusations crédibles. Les audios révèlent que le pape François a pris la décision extraordinaire de lever le délai de prescription pour ses affaires en octobre 2023, ce qui a permis une enquête plus approfondie. De nouvelles victimes se seraient manifestées en 2024, ce qui suggère que l'affaire a continué à évoluer même pendant les derniers mois de François. Les enregistrements abordent également un cas encore plus récent et choquant, la dissolution de Sodalicium Christiani Vitae en janvier 2025. Cette organisation religieuse a été dissoute après que des enquêteurs ont découvert des preuves d'abus sur 19 mineurs et 10 adultes. Une découverte dévastatrice qui a apparemment incité le pape François à prendre des mesures décisives peu avant sa mort. Ces cas d'abus mettent en lumière les défis auxquels l'Église catholique continue de faire face pour remédier à son passé d'inconduite sexuelle et protéger les personnes vulnérables. Bien que le pape François se soit efforcé de mettre en œuvre des réformes, les fuites audio suggèrent qu'il s'est heurté à une résistance importante de la part de diverses factions au sein de l'Église. Ce qui nous amène à la prochaine révélation majeure de ces enregistrements. L'opposition à laquelle le pape François a dû faire face au cours de ses 12 années de pontificat. Selon les enregistrements, cette opposition provenait de multiples sources, notamment de cardinaux conservateurs comme Raymond Burke, Walter Brandmüller et Robert Sarah. Les enregistrements mentionnent également l'opposition des théologiens, notant que 19 d'entre eux ont signé une lettre ouverte en 2019, François d'hérésie, accusant. Une accusation remarquable contre un pape en exercice. Des groupes traditionalistes comme la Fraternité Saint-Pierre X, des figures médiatiques comme Michael Voris et Church Militant, et même des personnalités politiques comme Donald Trump, auraient moins fait partie de ceux qui se sont opposés au leadership et à la vision de François pour l'Église. L'exemple le plus spectaculaire de cette opposition a peut-être été l'excommunication de l'archevêque Carlo Maria Vigano en 2024 pour schisme, une sanction rare et sévère qui montre à quel point les divisions au sein de l'Église sont devenues profondes sous la direction de François. Ces révélations sur l'opposition interne fournissent un contexte crucial pour comprendre les défis auxquels le pape François a dû faire face dans la mise en œuvre de son programme de réforme. Malgré la mise en place de nouveaux organes et protocoles de contrôle, les fuites audio suggèrent qu'il a rencontré une résistance persistante qui a compliqué ses efforts pour lutter contre la corruption financière et les abus sexuels. Maintenant,
Concentrons-nous sur le cardinal Luis Antonio Tagle, qui, même s'il n'est pas à l'origine de ces fuites, reste une figure centrale dans le paysage actuel du Vatican. En tant que pro-préfet pour la section de la première évangélisation du dicaster pour l'évangélisation et successeur potentiel du pape François, il est essentiel de comprendre les antécédents et les controverses de Tagle pour avoir une vue d'ensemble de la situation. Le cardinal Tagle, souvent surnommé le François asiatique, en raison de ses opinions progressistes et de l'importance qu'il accorde à la justice sociale, occupe actuellement un poste clé au Vatican, après avoir été archevêque de Manille de 2011 à 2019. À 67 ans, il est considéré comme l'un des principaux candidats au prochain conclave, qui devrait débuter le 7 mai 2025. Cependant, les récentes accusations du groupe de surveillance Bishop Accountability ont jeté une ombre sur sa candidature papale. L'organisation affirme que M. Tagle a mal géré les allégations d'abus sexuels sur des enfants pendant son mandat à Manille, l'accusant en particulier d'avoir dissimulé des documents ecclésiastiques incriminants et de ne pas avoir traité les abus de manière efficace. Anne Barrett Doyle, co-directrice de Bishop Accountability, a publiquement mis en doute les capacités de leadership de Tagle, déclarant « Si le cardinal Tagle n'est même pas capable de faire publier des lignes directrices par ses frères évêques dans son pays d'origine, que pouvons-nous attendre de lui en tant que pape d'une Église mondiale ?» Ces critiques portent en particulier sur le fait que M. Tagle n'aurait pas publié de lignes directrices sur les abus sexuels sur les pages web de l'archidiocèse de Manille ou des évêques, ce qui laisse supposer un manque de transparence sur cette question cruciale. L'organe directeur des évêques catholiques des Philippines a défendu M. Tagle, arguant que les allégations d'abus relevaient des évêques diocésains ou des supérieurs religieux, et non pas directement de lui. Ils ont également souligné le rôle de M. Tagle dans l'élaboration de directives pastorales en 2003, bien que les critiques notent que ces directives n'ont pas été largement publiées ou mises en œuvre de manière efficace. La Conférence des évêques catholiques des Philippines, CBCP, attribue à M. Tagle un rôle clé dans l'élaboration des directives pastorales sur les abus sexuels et les fautes commises par le clergé, qui visent à apporter des soins aux victimes et à garantir des sanctions pour les auteurs d'infractions. Lors de la réunion du Vatican de 2019 sur la protection des mineurs, M. Tagle a publiquement souligné la nécessité d'affronter les blessures causées par les abus et de soutenir les survivants, tout en reconnaissant les difficultés culturelles aux Philippines, où les tabous entourant les discussions sur les questions sexuelles compliquent le fait d'aborder ces questions ouvertement. Toutefois, les groupes de surveillance affirment qu'en dépit de sa rhétorique, la situation des victimes aux Philippines ne s'est guère améliorée. Ils notent qu'un seul survivant, Michel Gatchalian, s'est publiquement manifesté, ce qui laisse supposer que l'environnement reste hostile à ceux qui ont été victimes d'abus. L'allégation la plus grave contre Tagle concerne peut-être son rôle dans l'affaire du père Luc Delft, un prêtre salésien belge. Une enquête interne de Caritas aurait révélé que Tagle était au courant de la condamnation de Delft en 2017 pour abus d'enfants, alors que Delft a été nommé directeur de Caritas en République centrafricaine en 2019, où il a fait face à d'autres allégations. Cela soulève des questions troublantes sur la supervision de Tagle en tant que président de Caritas de 2015 à 2022. Cette controverse a conduit le réseau des survivants, des personnes abusées par les prêtres, SNAP, à demander une enquête sur Tagle et 5 autres cardinaux concernant des cas d'abus liés à Caritas en Nouvelle-Zélande et en République centrafricaine. M. Tagle n'a pas commenté publiquement ces appels et aucune mesure disciplinaire n'a été prise à l'encontre des décideurs impliqués dans la nomination de M. Delft. Il convient de noter qu'en 2022, le pape François a pris la décision spectaculaire de révoquer l'ensemble de la direction de Caritas Internationalis, y compris M. Tagle en tant que président, à la suite d'un examen externe. La déclaration du Vatican fait état de déficiences constatées dans la gestion et les procédures qui ont gravement nui à l'esprit d'équipe et au moral du personnel, bien qu'aucune preuve de mauvaise gestion financière ou d'irrégularité sexuelle n'ait été trouvée. Dans sa réponse, M. Tagle a présenté l'intervention comme un appel à marcher humblement avec Dieu et à un processus de discernement, suggérant ainsi qu'il acceptait la décision, bien que les médias locaux aient fait sensation en titrant sur l'événement, laissant entendre que le pape était tombé en disgrâce. Ajoutant une couche supplémentaire à ces controverses, Tagle a été critiqué pour sa participation à un événement dans les jardins du Vatican le 4 octobre 1919, lors du synode sur l'Amazonie. La cérémonie, censée célébrer la fête de Saint-François, comprenait des participants indigènes se prosternant devant ce que certains ont décrit comme des idoles Pachamama, bien que le Vatican les ait qualifiés de symboles de vie et de fertilité. La présence de M. Tagle à cet événement a été perçue par certains catholiques conservateurs comme une approbation du syncrétisme, ce qui a soulevé des questions quant à sa fidélité à la doctrine catholique.
En outre, dans une interview accordée à la BBC en 2016, M. Tagle a exprimé sa préférence pour le traitement interne des cas d'abus par le biais du processus canonique, citant des facteurs culturels tels que la honte dans les sociétés asiatiques. Il a déclaré que les victimes étaient libres de s'adresser à la police, mais que l'Église ne les encourageait pas à le faire, une position critiquée comme inadéquate, en particulier après les douloureuses expériences d'apprentissage de l'Église au début des années 2000. Malgré ces controverses, M. Tagle reste l'un des principaux candidats à la papauté, principalement en raison de son alignement sur la vision progressiste du pape François. Il partage l'accent mis par François sur la justice sociale, la prise en charge des pauvres et l'inclusion, en particulier à l'égard des personnes LGBTQ+, et des migrants. Ces déclarations, comme la critique des mots durs à l'égard des homosexuels et des divorcés, s'alignent étroitement sur l'approche de François sur ces questions. À 67 ans, M. Tagle serait plus jeune que les papes récemment élus, ce qui laisse penser qu'il pourrait exercer son mandat pendant 10 à 15 ans, assurant ainsi stabilité et continuité. Cela pourrait plaire aux cardinaux à la recherche d'un leader à long terme qui pourrait s'appuyer sur l'héritage de François, tout en s'attaquant aux défis actuels de l'Église. Son importance historique potentielle en tant que premier pape asiatique de l'ère moderne pourrait également jouer en sa faveur. Si les premiers papes, comme Grégoire III, 1631-741, étaient originaires d'Asie, l'actuelle Syrie, aucun pape n'est venu d'Asie de l'Est ou d'Asie du Sud-Est à l'époque moderne. L'élection de Tagle représenterait une étape importante qui pourrait dynamiser l'Église en Asie, où le catholicisme connaît une croissance significative. Tous ces scandales ont eu un impact considérable sur l'Église. Pour certains, ces scandales les ont poussés à quitter l'Église. Et pour beaucoup, le prochain conclave pourrait soit relancer l'Église, soit l'éloigner encore plus. Voici pourquoi. Implications pour l'Église et le prochain conclave. Ces fuites audio, si elles sont authentiques, révèlent les dernières années du pape François. Selon les enregistrements, la santé de François a considérablement décliné vers la fin de son pontificat, qui s'est apparemment achevé par sa mort le 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans. Cela correspond aux informations publiques sur son décès et marque la fin d'un pontificat de 12 ans, caractérisé par des tentatives de réformes audacieuses et des scandales persistants. Les audios suggèrent que François est resté déterminé à résoudre les problèmes de l'Église jusqu'à la fin, en prenant des mesures décisives comme la dissolution du Sodalidium Christiani Vitae en janvier 2025 après la découverte d'abus sur 19 mineurs et 10 adultes. Cela témoigne de sa volonté d'user de son autorité pour lutter contre les abus, même dans les derniers mois de sa vie, un engagement qui pourrait influencer la manière dont le prochain pape abordera ces questions. Examinons maintenant l'impact immédiat de ces fuites sur le prochain conclave, qui doit débuter le 7 mai 2025. Avec 133 cardinaux réunis pour élire le successeur de François, ces enregistrements pourraient influencer considérablement leurs délibérations, en mettant en lumière les défis auxquels le prochain pape sera confronté. Les enregistrements révèlent l'enracinement de la corruption financière et des abus au sein du Vatican, suggérant que malgré les efforts de réforme déployés par François depuis plus d'une décennie, ces problèmes restent profondément enracinés. Cette réalité pourrait inciter les cardinaux à donner la priorité à des candidats dotés de solides compétences administratives et ayant fait la preuve de leur capacité à résoudre ces problèmes de manière efficace. Le cardinal Tagle, bien qu'il ne soit pas à l'origine de ces fuites, se trouve dans une position complexe. En tant que favori dans la course à la papauté, les controverses entourant sa gestion des cas d'abus pourraient soit affaiblir sa candidature, soit la renforcer si les cardinaux le considèrent comme quelqu'un qui comprend ses défis de première main. Les bookmakers donnent actuellement une cote favorable à Tagle, le plaçant aux côtés du cardinal italien Pietro Parolin comme l'un des principaux candidats. Sa politique de gauche, similaire à celle de François, contraste avec des candidats plus conservateurs comme le cardinal hongrois Peter Erdő, le positionnant comme un choix de continuité qui s'appuierait probablement sur la vision de François. Les partisans de M. Tagle soulignent son charisme et sa capacité à toucher un large public, en rappelant qu'il a attiré plus de 6 millions de personnes lors de la visite du pape François aux Philippines en 2015. Il souligne son humilité et la simplicité de son mode de vie, notamment sa pratique consistant à inviter les indigents à des repas lorsqu'il était évêque d'Imus. Ces qualités correspondent à l'accent mis par François sur une Église qui donne la priorité aux personnes marginalisées. Cependant, les controverses dont nous avons parlé, en particulier celles liées à la gestion des abus, pourraient de faire réfléchir les cardinaux. L'affaire Luc Delft, dans laquelle M. Tagle aurait été au courant de la condamnation pour abus d'un prêtre tout en autorisant sa nomination à un poste de direction de Caritas, soulève de sérieuses questions quant à son jugement et à sa surveillance.
La révocation de Tagle de sa présidence de Caritas en 2022, bien qu'elle ne soit pas liée à des abus ou à une mauvaise conduite financière, met en lumière des problèmes de gestion que les cardinaux pourraient prendre en compte lorsqu'ils évaluent sa préparation à la papauté. Bien que la réponse de M. Tagle soit un appel à l'humilité et au discernement, il s'agit néanmoins d'un revers public qui pourrait affecter la perception de ses capacités de leadership. Au-delà de la candidature de M. Tagle, ces fuites soulèvent de profondes questions sur les réformes nécessaires pour résoudre les problèmes profondément enracinés du Vatican. Malgré les efforts de François, notamment la création du secrétariat pour l'économie, la fermeture des comptes bancaires suspects et la mise en œuvre de protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent, les enregistrements suggèrent qu'il reste encore beaucoup à faire. La réponse à l'opposition interne représente un autre défi mis en évidence par ces fuites. Les audios mentionnent la résistance de cardinaux conservateurs, de théologiens et de groupes traditionalistes, dont le point culminant est l'excommunication pour schisme en 2024 de Monsignor Vigano. Le prochain pape devra surmonter ces divisions tout en poursuivant les réformes nécessaires, un exercice d'équilibre délicat qui requiert à la fois conviction et habileté diplomatique. Abordons maintenant une question essentielle concernant ces fuites, leur authenticité. Les recherches dont nous disposons ne permettent pas de confirmer définitivement si ces enregistrements sont authentiques ou fabriqués. Cette incertitude influe considérablement sur la manière dont nous interprétons leur contenu et leurs implications. S'ils sont authentiques, ces audios offrent un aperçu sans précédent des pensées privées du pape François sur les scandales du Vatican et ses efforts de réforme. Ils représenteraient une fuite historique d'une institution connue pour son secret et auraient un poids significatif en tant que source primaire du pontife lui-même. Toutefois, s'ils sont fabriqués ou manipulés, ils constitueraient une campagne de désinformation inquiétante, visant potentiellement à influencer le prochain conclave ou à nuire à la réputation de l'Église. La date de leur publication, peu après la mort de François et juste avant le conclave, soulève des questions sur les motivations possibles de leur diffusion. En l'absence de vérification indépendante de sources vaticanes ou d'analyse technique des enregistrements, nous devons aborder leur contenu avec la prudence qui s'impose. Cela n'enlève rien à leur importance en tant que phénomène viral influençant la perception du public, mais cela nous oblige à garder une perspective critique lorsque nous évaluons leurs révélations. Qu'ils soient authentiques ou non, ces enregistrements ont manifestement trouvé un écho auprès de nombreuses personnes. Cet intérêt public suggère que ces enregistrements ont abordé des questions qui préoccupent profondément de nombreux catholiques et observateurs de l'Église. À l'approche du conclave, il convient de s'interroger sur les qualités dont le prochain pape pourrait avoir besoin pour relever efficacement ces défis. Les compétences administratives seront essentielles pour remédier à la mauvaise gestion financière qui affecte le Vatican depuis des décennies. Le prochain pape devra posséder les compétences nécessaires pour mettre en œuvre et faire respecter les contrôles financiers, garantir la transparence de toutes les transactions et rétablir la confiance dans la gestion des fonds donnés par l'Église. Le courage moral est une autre qualité essentielle pour faire face de manière décisive aux cas d'abus. Le prochain pontife doit être prêt à demander des comptes, même aux clercs de haut rang, à garantir des conséquences rapides et appropriées pour les auteurs d'abus, et à donner la priorité à la guérison des victimes et à la justice plutôt qu'à la réputation de l'institution. Ce courage doit aller jusqu'à remettre en question les intérêts bien établis au sein de la bureaucratie vaticane qui pourrait s'opposer aux changements nécessaires. La transparence sera fondamentale pour rétablir la confiance avec les fidèles du monde entier. Les controverses autour du denier de Pierre et d'autres questions financières soulignent la nécessité d'une communication claire et honnête sur la manière dont les ressources de l'Église sont utilisées. Le prochain pape devra se faire le champion d'une culture de l'ouverture qui remplacera le secret qui a permis au scandale du passé de s'envenimer. Il faudra faire preuve d'habileté diplomatique pour surmonter les divisions internes exposées dans ces fuites. Les enregistrements font état d'une opposition significative aux réformes de François de la part d'éléments conservateurs au sein de l'Église. Le prochain pape devra jeter des ponts par-delà les divisions idéologiques tout en maintenant son engagement en faveur des changements nécessaires, en trouvant des moyens de rallier les sceptiques plutôt que d'imposer simplement des réformes. La vision des réformes structurelles représente la dernière qualité clé nécessaire pour éviter que ces scandales ne se reproduisent. Au-delà des cas individuels, le prochain pape doit mettre en œuvre des systèmes qui rendent la corruption et les abus plus difficiles à perpétrer et plus faciles à détecter. Pour ce faire, il faut repenser les structures de gouvernance au sein du Vatican afin de renforcer la responsabilité à tous les niveaux. Les cardinaux qui entreront dans la chapelle Sixtine le 7 mai devront évaluer les candidats sur la base de ces qualités, en reconnaissant que le prochain pontificat sera crucial pour résoudre les problèmes systémiques exposés dans ces fuites audio. Pour le cardinal Tagle en particulier, ces enregistrements créent une toile de fond complexe pour sa candidature au poste de pape.
Bien qu'il n'y soit pas directement impliqué, les allégations concernant sa gestion des cas d'abus soulèvent des questions quant à sa capacité à assumer ce rôle de leader. Dans le même temps, son alignement sur la vision progressiste de François et son importance historique potentielle en tant que premier pape asiatique moderne pourraient jouer en sa faveur. Le conclave à venir représente un moment crucial pour déterminer comment ces défis seront relevés. Que le cardinal Tagle ou un autre candidat devienne le prochain pape, il héritera d'une institution encore aux prises avec les scandales prétendument évoqués dans ces enregistrements viraux. Pour les fidèles du monde entier, ces enregistrements sont un rappel brutal des défaillances humaines au sein d'une institution dédiée à des idéaux spirituels. Mais ils révèlent aussi potentiellement l'engagement du pape François à affronter honnêtement ces problèmes. Un engagement que le prochain pape ferait bien de poursuivre si l'Église veut rétablir la confiance et remplir efficacement sa mission. Si vous avez apprécié cette plongée en profondeur, regardez les vidéos sur votre écran maintenant pour plus de contenu juteux.